Et donc voilà, on repart sous le chapiteau avec cette intervention, cette conversation du héros épique au héros du quotidien avec Titawa Porcher. Je vais donc laisser la parole à Titawa qui va aussi nous aider à présenter, à rencontrer du coup les deux étudiantes qui l'accompagnent, deux étudiants de l'Université de la Polynésie française. C'est à vous. Merci à tous d'être aussi venus aussi nombreux. C'est pas moi qui vais faire l'échange aujourd'hui, puisque je suis accompagnée de deux étudiantes de l'université qui vont être là pour me poser des questions et puis pour vous faire parler pour que l'échange soit interactif. Ok, alors bonjour à tous. Merci d'être ici, présents avec nous. Aujourd'hui, nous sommes présents pour présenter Titawa Porcher, une femme de lettres accomplie qui va nous présenter ses pièces de théâtre et que vous avez sûrement déjà vues, je vois dans vos mains. Donc Hina Maui et compagnie et Omai Omai. Nous sommes étudiantes en 3e année de licence littéraire, comme on l'a dit. Je m'appelle Mahana. Et je m'appelle Tahiri. Et du coup, Titawa est notre professeur de littérature française et professeur de littérature française du francophone du Pacifique, pardon, cette année. Alors, Titawa, tu es maître de conférence en littérature française et francophone à l'Université de Polynésie et tu as donc continué ton parcours en écrivant ces pièces. Est-ce que tu peux nous présenter tes œuvres? Oui, alors, les deux pièces de théâtre sont la première, Hina Maui et compagnie. Je vois qu'il y a un certain nombre de lycéens ici qui travaillent sur cette œuvre. Donc, comme vous le savez, si vous avez travaillé dessus, il s'agit d'une réécriture, la réécriture de la légende de Hina ou la légende du cocotier. Et donc, c'est cette légende qui m'a toujours fascinée, que j'adorais. J'ai grandi avec cette légende. Et j'ai voulu l'adapter au théâtre actuel, donc lui donner une coloration contemporaine. La deuxième pièce de théâtre, donc elle s'appelle Omai Omai et elle fait intervenir un personnage historique, le personnage qu'on a appelé Omai, qui en fait s'appelait Mai, et qui est un personnage extraordinaire puisqu'il est reparti avec Cook, Furneaux, quand ils sont venus au moment des premiers des voyages, des grands voyages de navigation au XVIIIe siècle. Il est reparti avec Cook et Furneaux et il a été présenté à la cour d'Angleterre. Il a eu un certain succès là-bas, puisqu'il y avait des chroniques qui racontaient les aventures d'Omai. Et c'est le premier à être revenu vivant, puisque Tupaya et Ahutoru sont morts en chemin. Et donc c'est ce personnage que je fais revenir dans le Tahiti du XXIe siècle. Dieu le renvoie sur terre et lui dit « Les hommes sont devenus fous, il faut que tu ailles délivrer un message à ces hommes. » Et donc c'est la rencontre entre Mai, qui lui est un homme du XVIIIe siècle, et les jeunes d'aujourd'hui. Alors il va rencontrer un jeune avec sa boombox à l'épaule, comme ceux qu'on peut rencontrer en ville le mercredi. Il va rencontrer une transgenre. Il va rencontrer une danseuse qui ne connaît plus sa langue et qui est tatouée. Et donc, c'est la confrontation entre la vision de cet homme du XVIIIe siècle et le Tahiti d'aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. J'aimerais poser des questions au public. Du coup, je voulais savoir si vous aviez déjà lu ou vu la pièce Omai Omai, parce que je ne vous pose pas la question pour la deuxième pièce, ça se voit. Donc, à main levée, peut-être ceux qui ont déjà vu Omai Omai ou l'ont lu. Super, merci beaucoup. Et une deuxième question pour vous. Est-ce que vous connaissez tous, même si elle est assez connue, la légende du cocotier? Oui? Ok, merci beaucoup. Alors... du coup, Titawa, quant à ton écriture, quand est-ce que tu as commencé à écrire, comment et pourquoi? Alors, j'ai écrit le Hina Maui et compagnie date de 2018, donc c'est le moment où on a publié cette pièce de théâtre. Après, je suis universitaire, donc j'ai publié d'autres choses, mais qui étaient des travaux sur les auteurs. C'est le premier livre que j'écris qui vient de mon imagination et de ma plume, donc 2018. Merci beaucoup, madame. On aimerait aussi savoir comment t'es venue l'idée d'écrire des pièces de théâtre
et pourquoi ce genre-là et pas un autre? Alors, Christian Robert, qui doit être par là, qui est mon éditeur, croit beaucoup au roman. Et il me disait, il faut absolument écrire un roman. Et moi, je crois que le théâtre a vraiment une place particulière à Tahiti, en Polynésie. Si on pense au rero, si on pense à la tradition orale, et si on considère, moi je le vois tous les ans, puisque je suis responsable d'un atelier théâtre à l'université, si on considère à quel point les gens d'ici sont proches du théâtre et sont doués souvent pour le théâtre. Hein. C'est aussi du théâtre qu'on voit au moment du Heiva tous les ans. Donc il me semble qu'au niveau culturel, il y a une vraie proximité entre ce genre et la culture océanienne. Par ailleurs, alors ça c'est plus personnel, j'aime bien le théâtre parce que je crois que j'ai pas la patience de raconter des choses, je suis pas sûre que je sois bonne pour ça, et que l'intérêt du théâtre c'est que la vérité des personnages émerge à travers leur discours, c'est la parole qui fait le personnage, et on n'a pas un narrateur qui tire les ficelles et qui dirige notre lecture. Hein. La vérité des personnages émerge de leur discours. Donc je trouve que c'est une forme qui est intéressante. J'aime le théâtre pour ça. Merci beaucoup. Donc à présent, parlons plus en détail de tes pièces. Donc concernant Hina, Maui et compagnie, au début de la pièce, on est dans un contexte moderne et ordinaire et on s'attend à ce que la vie de Hina et Maui soit ancrée dans le réel. Et en avançant dans la pièce, on rencontre des éléments surnaturels tels que la consultation avec Ta'aroa, l'envoûtement de Hina et la transformation en anguille de Veihi, ainsi que la magie du collier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Sur les caractères surnaturels? Oui. Sans doute, c'est quelque chose qui est présent dans ma façon de me représenter la vie. Je crois au surnaturel, je crois aux choses invisibles. Donc c'est sans doute ce qui transparaît à travers ces éléments-là dans le théâtre, oui, je pense. Ok, merci. Selon toi, pourquoi les spectateurs s'identifient-ils dans tes pièces aux héros ou héroïnes et quelles qualités universelles ou personnelles cherches-tu à transmettre à travers eux? Alors, là, il me semble qu'il y a deux questions. Dans la première, pourquoi les spectateurs s'identifient? Je crois qu'il va falloir leur poser la question à eux. S'ils s'identifient au personnage, ça, j'en sais rien. C'est vraiment en amont, hein, c'est-à-dire une fois qu'il y a la représentation, ça va être intéressant d'avoir un avis du public à ce sujet. La deuxième partie de la question, tu peux me rappeler la deuxième partie de la question? Quelles qualités universelles ou personnelles cherches-tu à transmettre à travers les figures héroïques dans tes pièces? Alors, le héros, d'abord, si on le définit, le héros auquel on pense en premier, c'est le héros épique. Hein, c'est vraiment le demi-dieu, comme le sont Hina, Maui dans la tradition. Ce sont des héros qui sont nés héros. Hein. Donc ceux-là finalement leur statut n'est pas est acquis d'avance. Il y a une autre catégorie de héros qui va devoir son titre de héros au fait de pouvoir dépasser une épreuve. En général, le héros va devoir surmonter un obstacle et c'est la façon dont il va gérer l'obstacle qui va faire de lui un héros. C'est pour ça que par exemple on connaît Maui, hein. Maui c'est vraiment le héros épique par excellence. Maui, il a ralenti la course du soleil dans les récits cosmogoniques. Et dans ma pièce de théâtre, en fait, il devient un héros du quotidien puisque finalement, il va devoir adopter cet enfant, il va devoir faire sien un enfant qui n'est pas à lui. Et du coup c'est ce qui va faire son héroïsme finalement. On n'est plus dans l'épopée, c'est plus un héros épique, mais c'est un héros de la famille finalement. Donc c'est toujours un héros, mais la transposition dans le monde du 21e siècle va changer en fait cette donne. Merci beaucoup. Du coup, par rapport à la transposition moderne, elle est dans le but d'une meilleure accessibilité à l'œuvre ou au personnage. Par exemple, est-ce qu'on peut plus facilement s'identifier à eux par ce moyen? L'idée, c'était pas... Alors, par rapport à l'œuvre originelle,
ça me fait vraiment plaisir quand les élèves me disent, à partir de la pièce de théâtre, je suis allée relire le mythe ou je suis allée revoir le personnage historique. Parce que, voilà, il me semble que c'est intéressant. Le fait de l'adapter et d'écrire quelque chose de différent, je crois que c'est lié au mythe. C'est-à-dire que les mythes sont, nous disait Jung, comme la tête d'Orphée, ils continuent à chanter même après leur mort. C'est-à-dire que les mythes vont avoir quelque chose à nous enseigner, quelque chose à nous dire. C'est pour ça que les mythes sont sans cesse réécrits, réinterprétés. Et donc, c'est une des interprétations possibles de cette légende du cocotier. Merci pour ta réponse. Du coup, dans la pièce Hina, Maui et compagnie, Maui et Hina sont tous les deux des héros. Pour toi, y a-t-il un contraste entre la figure d'un héros masculin et d'un héros féminin? Peut-être qu'on attend du héros masculin quelque chose qui relève plus de sa force physique en général. Ce n'est pas une vérité absolue, hein, mais et peut-être que la force, les qualités morales vont être plus sensibles chez les femmes, mais c'est une question qui est certainement pas gravée dans le marbre. C'est pas une réponse qui est gravée dans le marbre. Je mettrai pas ma main à couper et c'est peut-être une question qui mériterait une réflexion plus approfondie. Merci beaucoup. L'image qu'on se fait en général d'un héros, c'est quelqu'un de robuste, de fort, qui n'a pas peur de se battre et tout ça. Et dans ta pièce, Maui est un héros au caractère doux et c'est un sentimental aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, parce que son héroïsme, justement, ne se situe pas à ce niveau-là. C'est pas sa force physique qui va en faire un héros par rapport, par exemple, à Veihi, qui, lui, va être beaucoup plus fort. C'est un homme puissant. Sa richesse en fait, justement, un gros poisson. Hein. C'est pour ça que j'en ai fait un dans le mythe, c'est un gros poisson de façon, comment dire, non abstraite et directe, littérale, pardon. Et tandis que là, c'est un gros poisson d'un point de vue métaphorique. Mais ce qui va faire l'héroïsme de Maui, c'est justement se situer ailleurs. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire une grande preuve de courage, d'abord en affrontant cet homme, et puis au niveau familial, en endossant des responsabilités qu'il n'est pas obligé d'endosser a priori. Voilà. Je suis totalement d'accord. Est-ce qu'on peut voir, à travers le combat de Hina pour la cause animale, une figure héroïque aussi? Oui, je pense qu'elle n'a pas peur d'assumer ses convictions. Elle s'oppose non seulement à ses parents, mais elle s'oppose aux personnes qu'elle rencontre, puisque son combat lui semble juste. Hein, donc, sans être il me semble que moi, je ne fais pas de prosélytisme, mais en tout cas, son combat mérite attention. Et de ce point de vue, oui, on peut penser que c'est une héroïne. Oui. D'accord, merci. Passons désormais à ta seconde pièce, Oh My Oh My. Comment t'es venue l'idée d'utiliser pour cette seconde pièce un héros historique plutôt qu'un héros mythologique comme avec Hina, Maui et compagnie? Alors parce qu'on d'abord on n'écrit pas toujours la même pièce, heureusement. Et puis ce personnage de Mai, il me semblait intéressant. Hein. Encore une fois, il a été à la cour d'Angleterre, il a eu un certain succès. On parle beaucoup de Tupaya, on parle un peu de Ahutoru, mais finalement Mai, on n'en parlait pas tellement. Et donc ça me paraissait intéressant de faire revivre ce personnage. Aussi parce que du coup il avait la vision d'un homme du 18e, donc il ne connaît pas le reste de l'histoire. Et ça permettait, à travers ce regard extérieur, d'avoir un regard sur la société du 21e siècle. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un œil, l'œil de quelqu'un qui vient d'ailleurs ou qui vient d'une autre époque pour pouvoir mettre à jour des dysfonctionnements ou épingler des traits qui sont caractéristiques de notre époque. Ok. Est-ce que vous voulez peut-être voir s'il y a des questions dans le public? Ou c'est pas encore le moment?
Du coup, dès le début de la pièce, Omaï est celui que Taro missionne d'aller sauver les hommes sur Terre, ce qui le place déjà en qualité de héros. Mais au fil de la pièce, c'est surtout sa discussion avec Anamua qui le permet d'accomplir sa mission. Finalement, elle joue un rôle majeur et donc ne serait-elle pas elle aussi l'héroïne de l'histoire? Oui, alors je ne l'ai pas réfléchi comme ça. Je ne me suis pas dit, tiens, on va en faire une héroïne, mais c'est une figure importante de la pièce, bien sûr, hein, puisque c'est de la discussion qu'elle a avec Mai que les choses peuvent évoluer. Mais il me semble important aussi de dire que c'est vraiment cet échange. C'est à travers l'échange qu'il y a quelque chose qui peut émerger et que tout n'est pas, ils ne sont pas tout d'un bloc. Et ils acceptent d'entendre ce que l'autre a à dire pour pouvoir avancer l'un et l'autre. Oui. Merci beaucoup, madame. Du coup, toujours concernant Omaï, au cours de la pièce, Omaï n'a pas l'allure du héros qu'on imagine, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un de robuste, quelqu'un qui combat, qui sauve des gens et tout ça. Enfin, il sauve des gens, mais voilà. Du coup, sa mission s'effectue par le moyen de conversation et de rencontres. Elle est donc plutôt d'ordre psychologique. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Alors le héros, oui, le héros, il peut être aussi. Il me semble que la notion de héros, elle s'accompagne aussi d'un échange avec l'autre. C'est-à-dire qu'on est toujours le héros de quelqu'un. Pour être un héros, on ne peut pas être un héros tout seul sous sa douche. Donc on est obligé d'être un modèle pour quelqu'un. C'est ce qui fait notre statut de héros. Hein. Donc effectivement, Mai peut-être, et par le biais, par Anamua justement, en faisant passer son message, il va pouvoir avoir un rôle vis-à-vis de sa communauté et puis peut-être de la communauté universelle du monde. Hein. Donc oui, c'est ce qui en fait un héros, me semble-t-il. C'est ce qui fait son héroïsme. Merci beaucoup. Concernant le général, parmi tes œuvres, quel héros ou héroïne te semble le plus marquant et qu'est-ce qui rend ce personnage si particulier à tes yeux? Alors, j'ai pas de héros en tête en particulier, mais il me semble que ce qui est intéressant dans la littérature, c'est justement ce héros de la résilience, c'est-à-dire celui qui arrive à dépasser les obstacles et qui arrive à les traverser, aussi dur soit-il. On a beaucoup d'exemples dans la littérature polynésienne, et qui, au final, va pouvoir aider les autres, justement, par son discours, par son positionnement aussi, par simplement le fait d'être un modèle, va pouvoir être quelqu'un pour sa communauté et apporter quelque chose à sa communauté. Voilà. Exactement, merci. Du coup, par rapport à ça, penses-tu que l'écriture théâtrale peut changer la perception du public sur ce que signifie être un héros aujourd'hui? Alors, sur le statut du héros, ça, il faudra le demander au public. En revanche, c'est la grande question de que peut la littérature. Alors, moi, j'écris beaucoup avec l'idée de quelque chose de léger. Quelque chose qui soit drôle, qui soit vraiment, on peut dire des choses sérieuses sans vraiment se prendre au sérieux, mais peut-être qu'à travers ces comédies, oui, peut-être qu'on peut faire changer les choses et puis réenvisager la notion de héros, pourquoi pas. Ok, merci. Merci. Et du coup, quels sont selon toi les défis liés à la création de héros dans un monde moderne et complexe? Comment fais-tu face à ces défis dans ta propre écriture? Excuse-moi, les défis, c'est-à-dire de quel ordre? Les défis littéraires? Oui, les défis littéraires dans le monde d'aujourd'hui, et puis vu qu'il y a une transposition aussi dans un monde moderne, la création de ce héros, est-ce que ça a été compliqué? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais oui, peut-être que le fait de voir un personnage confronté à différentes problématiques qui peuvent être celles d'aujourd'hui, et à travers la façon dont il va dépasser les obstacles, peut constituer un modèle et justement apporter quelque chose aux autres. Si j'ai répondu à la question, ce dont je ne suis pas tout à fait sûre. En fait, ce que je voulais dire, c'est
la création d'un héros et lui donner les attraits épiques d'un héros dans une écriture qui se pose dans un contexte moderne et normal, réaliste. Est-ce que ça a été compliqué de donner... Non, mais à vrai dire, quand on écrit, on ne se pose pas la question du héros. On ne se dit pas, tiens, qu'est-ce que je vais faire tu vois, je ne suis pas partie en me disant, tiens, comment va être mon héros la notion même de héros ne m'est pas du tout venue à l'esprit, tu vois. Mais voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, maintenant, on aimerait alors connaître un peu l'avis du public. Pour vous, qu'est-ce qu'un héros? Il y en a une. C'est un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, c'est un exemple, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui va sauver les vies. Par exemple, oui. Il va accomplir des grandes choses, genre il va sauver le monde. Merci beaucoup. Quelqu'un qui va aider d'autres personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Du coup, on aimerait aussi savoir, est-ce que le statut de personnage principal fait-il de lui déjà un héros, d'après vous, et ensuite d'après madame? Le fait qu'un personnage principal... Est-ce que, à partir du moment où on a un personnage principal, est-ce que ça fait de lui un héros? Oui, voilà. Pas toujours. Je sais pas. Non, pas toujours, parce que des fois, même si c'est un personnage principal, il va pas automatiquement sauver des vies ou des trucs comme ça. Merci beaucoup. Et pour toi, madame, du coup? Alors, non, il me semble d'abord qu'il y a des anti-héros parfois, et l'auteur Muraro qui est en train de discuter là au fond, justement, je voulais l'interroger demain à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on peut être le personnage principal d'un roman sans être forcément un héros. Donc, il me semble qu'il faut distinguer les deux. Merci beaucoup. Du coup, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette différence entre le héros, un héros femme et un héros homme? Pour moi, il y a pas vraiment de différence parce que tu peux être une bonne personne en étant une femme, mais aussi une mauvaise personne en étant un homme et une bonne personne aussi en même temps. Merci. Oui, il y a quelqu'un qui voulait répondre. La question c'était, est-ce que pour vous, il y a une différence entre, dans la transposition moderne, est-ce qu'il y a une différence entre un contraste entre un héros femme et une héroïne? Un héros homme, pardon, et une héroïne. Tu veux répondre? Plus souvent, c'est les hommes qui sont des héros parce que, on dit ça a des capes, ça sauve les. Ça a des capes, ça sauve les hommes et tout, mais des fois, c'est en fait que. C'est pas. Par exemple, quand je te regarde, pardon. On peut pas savoir si tu es une bonne personne ou une mauvaise personne parce que c'est à l'intérieur. Merci beaucoup. Les hommes... Non, vas-y.
les hommes, ils ont plus de force que les femmes, non? Ils ont plus de force. Merci. Oui, après, il y a la force physique et puis il y a la force morale. Le personnage, il peut être plus fort physiquement, mais il y a d'autres qualités qui vont faire d'un héros ce qu'il est. Du coup, une dernière question pour le public qui a lu la pièce. Est-ce que vous trouvez que cette transposition dans un contexte moderne vous a permis de mieux vous identifier au héros, peut-être? Est-ce que quand vous avez lu la pièce ou vu la pièce, vous vous identifiez au héros? Non. Je vais parler pour ceux qui ont lu le livre mais qui sont trop timides pour parler, qui étaient très contents d'avoir lu la pièce parce que justement la transposition moderne, les SMS, le langage jeune leur a permis de s'identifier aux problématiques d'héroïsme, mais aussi de couple qui n'existent pas dans la légende. Ils l'ont remarqué, ils l'ont vu, mais ils ont apprécié le fait que ce soit modernisé justement. Voilà. Merci, merci. Pour le livre avec Omaï, je me suis un peu, comment dire, associée du coup à lui parce que moi aussi je suis arrivée ici il n'y a pas très longtemps et je trouvais ça un peu très différent de la France du coup. Et lui, il est arrivé dans le monde moderne et il trouvait ça aussi différent de là où il était avant. Donc voilà, ça me fait un peu penser à ma situation en ce moment. Merci, c'est intéressant. Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres remarques qui ne sont pas forcément sur le héros, sur la pièce de théâtre sur laquelle vous avez travaillé? Oui. Oui, bien sûr, vous pouvez poser des questions. Pourquoi vous avez choisi le personnage de Rai? Pourquoi j'ai choisi le personnage de Rai? Oui. Dans quel... dans Ina et Maui et compagnie? Oui. Ah. Dans Omaï? Oui. Alors, alors, l'idée, c'était de rendre compte de tout le tissu social qui est celui qu'on rencontre aujourd'hui en Polynésie. C'est de pouvoir rendre compte de toutes les personnes qu'on peut rencontrer, de toute la diversité des personnages, des gens qu'on rencontre à Tahiti au XXIe siècle. Donc j'aurais pu en décliner encore beaucoup d'autres personnages, d'autres types de personnages. Et Ray, c'est un personnage qui est attachant. C'est d'ailleurs une personne que j'ai en tête, que j'ai rencontrée, qui n'est pas exactement la même personne que celle qui est dans la pièce de théâtre, mais qui fait partie de notre univers à Tahiti. Et donc, pour moi, c'était important de donner un échantillon des personnes qu'on peut rencontrer chez nous. Voilà, merci pour la question. Non, vas-y, pose. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Non, c'est... Dans Ina, Maui et compagnie, si Ina n'est pas consciente et qu'elle est enceinte, elle est violée ou pas? Alors, c'est une bonne question. C'est aussi une pièce sur le consentement. C'est aussi une pièce qui pose cette question-là, qui est une question qu'on se pose aujourd'hui, qui est une question d'actualité. On en parlait avec nos étudiantes. Il me semble que c'est à vous d'y répondre et de voir comment vous considérez la chose. Mais oui, bien sûr que c'est une pièce qui parle du consentement. Mais du coup, elle n'était pas consentante en soi. Et non, on peut considérer qu'elle n'est pas consentante et que certaines situations ont pu placer des personnes sous l'influence d'autres personnes. La question, c'est celle de l'influence, en fait. Dans la mesure où elle était influencée, elle était sous le charme, les dés sont pipés, en fait. Donc il y a vraiment la question de l'influence qui a été qu'elle a pu ressentir et qui fait qu'elle n'est pas consentante au fond. Bien sûr que non.
combien de temps avez-vous écrit pour lire le livre Ina Maui et compagnie? Alors, Ina Maui et compagnie, j'ai mis à peu près 9 mois pour l'écrire. Voilà, le temps d'une grossesse. C'est mon bébé, exactement. Est-ce que vous avez d'autres idées de personnages historiques ou mythologiques pour une prochaine histoire? Oui, la prochaine pièce de théâtre, mais ça, il ne faut surtout pas en parler. La prochaine pièce de théâtre devrait s'intéresser à la reine Pomaré. Voilà. Pomaré 4. Ben, perso, moi, j'ai remarqué que le lien entre tes deux livres, c'était le 21e siècle. Et je voulais te demander, par exemple, comme Omai Omai, tu as repris Maï au 18e siècle pour le remettre au 21e siècle dans ton livre. Ouais. Et dans Hina Maui et compagnie, tu as pris l'histoire du lac Veihiria pour le transformer en livre au 21e siècle. Exactement. Et je voulais te demander d'où vient cette idée. Écoute, c'est une très bonne remarque. J'aime bien que les époques puissent être confrontées les unes aux autres. J'aime bien ce que le XVIIIe siècle, j'imagine toujours que quelqu'un qui viendrait du XVIIIe siècle se rende à Tahiti aujourd'hui et j'aimerais entendre ce qu'il a à dire, comment il nous voit. Ça nous permet aussi d'avoir un regard sur nous, mais qui soit un peu extérieur, qui nous permette de rire un peu de nous ou de mettre en lumière certains éléments de notre vie auxquels on est habitué, mais qui seraient vus sous un autre angle. Mais tu as entièrement raison, c'est ce qui me plaît en fait dans le théâtre, c'est de pouvoir confronter justement des époques différentes pour pouvoir dire quelque chose de nous aujourd'hui en fait. Merci. Merci. Du coup, vous pensez que les gens au XVIIIe siècle, ils ont une meilleure vue... Enfin, vous pensez que les gens au XVIIIe siècle, ils sont plus gentils que ceux d'aujourd'hui? Non. Alors, il n'y a pas du tout de dimension manichéenne. Hein, vous savez ce que c'est que le manichéisme? C'est le fait de dire ça c'est blanc, ça c'est noir, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je ne suis pas dans une perspective de dire il y a une époque qui est mieux qu'une autre. L'idée, c'est vraiment de confronter les époques et de voir comment les hommes du 18e pensaient et ce qu'ils auraient pu penser de notre société d'aujourd'hui et nous aussi, ce qu'on peut penser de cette société du 18e. Tu vois, il n'y a pas de volonté de dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Ben, en tout cas, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup d'être venu pour rencontrer Titawa Porché. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.